La prévention ou tout au moins l'éradication des maladies reste le souci de tous car la maladie, à défaut de nous tuer, ronge et détruit nos vies. Alors que certains estiment que la maladie procède de la normalité des choses, d'aucuns estiment pour leur part que c'est pour n'avoir pas bien aidé le corps que la maladie survient, d'où la question, peut-on vivre sans tomber malade? Et c'est là d'ailleurs la grosse interrogation de cette émission. Et pour en parler, deux acteurs du monde des phytothérapeutes. Vous savez très bien que cette émission est beaucoup plus consacrée à la tradition et à l'ésotérisme africain. Simplice Ebo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, je rappelle que vous êtes le président de la grande compagnie africaine pour la restauration de la santé. Merci donc pour votre présence sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est à vous. En face de vous, c'est Dom-Luc Armand Baudéa. On ne le présente plus, c'est un habitué de ce plateau. Il est phytothérapeute, mais aussi évêque traditionnaliste et exorciste. Père évêque Baudéa, merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. Alors, la maladie, donc je pense qu'effectivement, c'est pour n'avoir pas aidé son corps comme cela se doit, qu'elle survient. Est-ce que vous pensez que c'est effectif, évêque Baudéa? Merci, monsieur le journaliste. Non, on ne doit pas être malade. La maladie survient du fait qu'il n'y a pas une bonne corrélation entre les principes de vie. La maladie survient simplement parce que nous n'arrivons pas à avoir une stabilité dans nos relations, que ce soit, comme je dis habituellement, nous ne sommes pas actifs sur tous les plans. Si nous sommes actifs sur tous les plans, sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan social, sur le plan professionnel, si nous sommes actifs sur tous ces plans, nous ne sommes pas malades. Et du coup aussi, la maladie survient parce que nous n'arrivons pas à récupérer. D'aller dormir, avoir un bon sommeil, nous n'arrivons pas à avoir. Notre alimentation, la bonne alimentation, nous n'avons pas. Et nous n'évitons pas les poisons. Donc, si nous sommes malades, c'est nous-mêmes. Le corps qui est créé, un corps qui est créé très intense, et c'est le corps qui se traite même. Mais si la maladie survient et persiste, c'est que cela dépend de notre mode de vie. Notre mode de vie, vous avez énuméré plusieurs aspects, aussi psychiques que physiques, mental également. Alors, Simplice Ebo, au niveau de la grande compagnie africaine pour la restauration de la santé, est-ce que vous croyez qu'on peut vivre sans tomber malade? Oui, justement, on peut vivre sans tomber malade et c'est très facile. Vous savez, quand nous prenons la vie de toute personne, on peut la diviser en des années. C'est-à-dire, si quelqu'un a vécu 100 ans, ça veut dire qu'il a fait 365 jours fois 100. Alors que les 365 jours, on peut diviser ça donc, en des mois. Donc, pour avoir 30 jours. Mais en un mois, on peut ne pas tomber malade. Ce qu'on fait en janvier pour ne pas tomber malade, si on le refait en février, on peut ne pas tomber malade, et ainsi de suite, jusqu'à passer des décennies et même des siècles. Donc si on vous réduisez facilement le fait de ne pas tomber malade. Oui, on peut vivre sans tomber malade. Si on connaît ce qu'est la santé et si on connaît les bases sur lesquelles la santé se repose. Alors, si on connaît ce qu'est la santé, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes donc sur ce plateau, puisque vous êtes là pour la restauration de la santé. Comment on restaure la santé? D'abord, c'est quoi, selon vous, cette santé-là? Bien, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, la santé, c'est deux choses. Il y a d'abord le pouvoir d'auto-réparation. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Si par hasard vous vous faites blesser par une lame ou bien quelque chose de tranchant, si le pouvoir d'auto-réparation de votre organisme est élevé, vous n'avez même pas à faire avec des produits d'extérieur avant qu'il y ait cicatrisation naturelle. D'accord. Et le second pouvoir de tout organisme, c'est le pouvoir d'autodéfense. C'est-à-dire quoi? Si dans la journée comme dans la nuit, vous entrez en contact avec un microbe, un agent pathogène, qui trouve alors ces conditions de multiplication, c'est-à-dire de réplication dans votre organisme, si votre organisme a un pouvoir d'autodéfense élevé, alors cet agent pathogène sera éradiqué facilement dans votre organisme. Et ces deux pouvoirs de l'organisme que nous appelons des pouvoirs d'autoréparation et d'autodéfense se reposent en réalité sur 4 piliers. Et quels sont?
Le premier pilier, c'est la respiration. C'est-à-dire, quand on vous coupe la respiration, c'est que, ou bien quand vous manquez de respiration, c'est que votre pouvoir d'auto-réparation et votre pouvoir d'autodéfense va diminuer. Le second pilier, c'est la digestion. Parce que dans ce que vous mangez, il y a des éléments qui vont construire l'organisme, il y a des éléments qui vont amener l'organisme à bien fonctionner, à se défendre. Le troisième pilier, c'est les éliminations. Les éliminations. Et là, tout à l'heure, on va beaucoup plus entrer en profondeur des éliminations pour que les auditeurs comprennent ce que sont effectivement les éliminations. Et le quatrième, le dernier, c'est le sommeil. Voilà donc les 4 piliers sur lesquels se reposent les 2 pouvoirs de l'organisme. Sont l'auto-réparation et l'autodéfense. Alors, évêque Bouria, vous avez parlé tout à l'heure de sommeil. N'arrivons donc pas à reposer le corps. Et je crois que votre vis-à-vis, Simplice Ebo également, vient donc de parler en soulevant donc son 4e et dernier pilier sur lequel se repose le pouvoir d'auto-réparation et d'autodéfense sur le sommeil. Ça voudra dire que, en somme, le sommeil est la base du bien-être, c'est ça? Oui, le sommeil fait partie de l'essentiel de l'homme. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir de bon sommeil. Et en matière de sommeil, on parle de long sommeil, de court sommeil. Mais quel que soit le cas, tout individu doit pouvoir faire entre 7 et 8 heures de sommeil. Si vous n'arrivez pas à faire 7 et 8 heures de sommeil, et du bon sommeil, parce qu'il y a certains qui s'adonnent à des activités intenses, spirituelles, la nuit, croyant combattre le démon ou les esprits maléfiques, et ils ratent le sommeil. Le sommeil est capital pour la bonne santé, parce que c'est dans le sommeil qu'il y a le métabolisme du corps, et les réparations et la défense et le système immunitaire se trouvent renforcés dans le sommeil. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que face donc aux vicissitudes de la vie, où il faut se lever très tôt et rentrer très tard, et pour des miettes de salaire à la fin du mois, par exemple, pour pouvoir donc joindre les 2 bouts, les gens peuvent avoir 7 heures au moins de sommeil, pour ne pas parler de 9 heures? Oui, 7 heures, 8 heures de sommeil, si la personne calcule bien, personne ne peut travailler au-delà. Quel que soit le plan d'emploi qu'il fait, personne ne peut travailler et pour ne pas avoir 8 heures ou 12 heures de repos. Tout le monde, généralement, a 7 temps de repos. Mais on prend ce temps pour s'occuper à autre chose. C'est ça qui fait le problème. Et le temps, là même, comme on comprend, on ne prend pas le temps pour avoir le bon sommeil. Certains ne laissent pas leur cerveau au repos. C'est-à-dire, même dans le sommeil, ils sont en train de travailler dans la tête. C'est ça qui fait que les gens n'arrivent pas à avoir ces 7 heures, 8 heures de sommeil. Oui. Alors, Simplice, vous avez parlé de la question de l'élimination. Vous avez dit qu'il faut aller en profondeur pour que les téléspectateurs puissent véritablement comprendre de quoi cela retourne. L'évêque Bouria a estimé tout à l'heure que le sommeil que vous avez soulevé aussi est tellement déterminant, puisque c'est durant le sommeil que la question du métabolisme se passe. Alors, c'est quoi ces éliminations dont vous parlez? D'abord, avant de répondre directement à la question, avant de répondre à votre question, je voudrais dire que l'homme, aujourd'hui, court derrière l'argent et il perd la santé. Et il dépense finalement cet argent pour ne pas, des fois, retrouver sa santé perdue. Donc, le sommeil est effectivement capital. Quand un bébé naît, il a besoin de la croissance. Oui. Et pour croître, il doit beaucoup dormir. Et ce qui déclenche naturellement le sommeil chez n'importe qui, c'est la fraîcheur. Mais en évoluant, quand on grandit, on commence par perdre ce pouvoir-là. Bon, c'est-à-dire ce stimulus-là. C'est-à-dire un octogénaire, par exemple, si vous le mettez donc dans des conditions de fraîcheur, il peut ne pas dormir. Mais quand vous mettez un bébé, il va dormir. Parce que la fraîcheur stimule beaucoup plus la sérotonine qui est l'hormone du sommeil. Bien. Pendant le sommeil, tout ce qui est mort et qui doit se faire remplacer par d'autres éléments nouveaux se fait. Et c'est ça que nous appelons mitose. Pendant le sommeil, l'organisme se renouvelle. Et si vous ne dormez pas bien,
alors ça veut dire que tous les tissus, toutes les cellules ne peuvent pas se renouveler. C'est pourquoi le sommeil est capital. Et c'est ça, les éliminations? Non. D'accord. Le sommeil est pour que l'organisme puisse se renouveler, se rajeunir. D'accord. Maintenant, quand on finit de dormir, c'est-à-dire quand on sort d'un sommeil, il faut nécessairement faire deux choses. Ce que beaucoup ne font pas. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à prévenir les maladies. C'est pourquoi ils pensent qu'on peut vivre en tombant malade, alors que normalement on peut vivre sans tomber malade. C'est-à-dire quoi? Si vous sortez du sommeil, que ce soit le matin ou bien le soir ou bien à midi, la première chose que vous devez faire, c'est que il faut nécessairement aller au WC ou bien aller pisser. Il faut faire l'une de ces deux choses. Fondamentalement. Fondamentalement. Que ce soit le matin. Et pour le matin, il faudrait que ça soit entre 5 heures du matin et 7 heures. C'est pas, parce que c'est dans cette tranche d'heure que le côlon, c'est-à-dire le gros intestin, entre en fonction de façon optimale pour faire sortir donc les matières fécales. Mais si vous laissez passer cette tranche d'heure, c'est que vous pouvez y aller plus tard, mais avec un peu de difficulté. Donc, la deuxième chose qu'il faut faire, quand vous sortez d'un sommeil, il faut se laver. Parce que la peau, durant le sommeil, est un peu allée en aide au rein, en éliminant des déchets liquides, qui peuvent être aussi composés donc d'un peu d'acide urique et un peu de sel. Donc, si vous ne vous lavez pas, alors ces dépôts vont rester sur la peau et empêcher maintenant la peau de continuer son travail durant le reste de la journée. Donc, c'est des facteurs capitaux qu'il faut intégrer donc à son existence pour passer une bonne journée dans un premier temps et garantir une santé saine tout au long au moins de la journée. Bien sûr. Évêque Bouléa, est-ce que c'est ce que vous appelez une bonne hygiène de vie? Oui, une bonne hygiène de vie, comme j'avais dit, il faut être actif sur tous les plans. Et c'est un peu au-delà même de ce qu'il vient de dire. Physiquement, par exemple, celui qui est actif physiquement, en se levant, il doit savoir qu'il y a des principes de vie à tenir, comme le sport, par exemple. L'activité régulière de sport. Ça peut être la natation, ça peut être le vélo, ça peut être la marche, ça peut être le massage. Tout ce qui peut éliminer les toxines du corps, il doit pouvoir se mettre dedans et avoir l'activité régulière d'élimination des déchets. Vous faites le sport aussi? Oui, bien sûr. Parce que quelquefois, moi, le matin, je fais 20 minutes de marche, par exemple. Et le soir, je fais aussi 20 minutes de marche. Et c'est capital. Pour pouvoir éliminer... Chaque jour. Pour pouvoir éliminer les toxines, les déchets. Et ça fait partie de l'élimination dont tu parles. Mais en dehors de l'activité physique, donc, je dis, il faut être actif physiquement. En dehors de ça, intellectuellement. Si tu laisses ton cerveau au repos, les neurones vont mourir. Donc, l'activité intellectuelle est capitale. Chez nous, dans l'enfant, on dit soyons souvent. Et nous le voir. Ça veut dire qu'il faut être un apprentissage de façon constante toute ta vie. Donc, il faut apprendre toute ta vie. Donc, les neurones du cerveau doivent être stimulés. Celui qui pense qu'il a fini, parce que beaucoup de personnes tombent simplement malades parce qu'ils croient qu'on a été à l'école, on a fini avec les bancs, on a fini avec les diplômes, maintenant on est au bureau et ils ne se donnent plus à rien, ils sont sur place stagnés et en train de signer les documents. Ils ne font plus de recherche, ils ne lisent plus. Tout ça agit sur la santé. Donc, les problèmes neurologiques, psychiques, les troubles psychiques, les troubles neurologiques, tout ça, c'est lié au cerveau. Donc, l'activité intellectuelle est capitale pour que la personne ait la bonne santé. Il doit pouvoir aiguiser les neurones du cerveau, la mémoire et tout le reste. Simplement, les amnésies, par exemple, qui surviennent, c'est du fait que les gens ne se donnent pas aux activités intellectuelles qu'ils ont ces problèmes-là. Donc, pour régler ce type de maladie, il faut vraiment aiguiser le cerveau. Ensuite, après, socialement. Socialement, il faut éviter les frustrations. C'est-à-dire, il faut être bien entouré ou banaliser les frustrations. Parce que beaucoup de personnes tombent facilement malades et totalement malades parce que dans leur relation sociale, dans leur intégration, ils n'arrivent pas à faire une intégration réelle. Peut-être qu'il est issu d'une famille où il y a une méchanceté et tout le temps, il rebute les méchancetés et du coup, il n'arrive pas. Alors que s'il arrive à empêcher les frustrations, s'il arrive à s'adapter à son milieu,
à se socialiser à ce milieu, il ne peut pas être malade. Et tout va se passer autour de lui, mais il sera toujours en bonne santé. Donc il faut que la personne qui veut avoir une bonne santé soit bien entourée, qu'il choisisse même son entourage. Parce que si l'entourage est toxique, il n'y a rien à faire, vous êtes malade. Vous êtes totalement malade même. Et vous ne pouvez même pas vous en sortir. L'autre domaine aussi qui est plus compliqué, que les gens, beaucoup de personnes n'arrivent pas, le domaine professionnel. J'ai parlé de ça. Parce que beaucoup de personnes font le boulot qu'ils n'aiment pas. Si ta raison d'être n'est pas ton boulot, ce n'est pas la peine même de te lancer sur ce chemin. Tu seras malade, stressé, anxieux, l'anxiété va te détruire, la dépression, tout ça va te détruire. Donc il faut vraiment, sur le plan professionnel, c'est comme si, comme je dis aux gens, il faut travailler toute sa vie. Parce que celui qui aime son boulot, il est toujours là en train de chercher à faire des apports, il est en train de d'évoluer. Donc tout ça, il n'est pas stressé dans ce boulot-là, parce que le boulot devient sa vie. Et il faut nourrir aussi mentalement et spirituellement le corps. Bien sûr. La prière aussi doit parfois participer à tout ça. Oui, oui. S'il y a une bonne corrélation entre toutes ces dimensions, là, simplement, la prière, c'est au quotidien. C'est-à-dire c'est toute sa vie qui est prière. C'est pas que certains se trompent en croyant que même au marché, la dame qui va au marché, elle est en prière. Oui, elle est en prière. Il suffit je me lève aujourd'hui, je vais au marché, c'est Dieu qui m'a confié cette activité. Et là, tout ce que je veux comme un fils, c'est pour rendre grâce à Dieu. Il ne doit pas y avoir un déphasage quelque part. Alors, c'est plus beau. Vous êtes le président de la grande compagnie africaine pour la restauration de la santé. Je vous voyais donc acquiescer tout ce que l'évêque Bouléa soulignait. La pratique du sport, vous l'intégrez également à vos notions pour être en bonne santé? Bien sûr. C'est fondamental aussi. C'est fondamental. Le sport. Le sport. Quand on parle de sport, il y a plusieurs types de sport. Bon, peut-être avant de revenir à ça, le père était en train de parler de quelque chose. Oui. Et c'est très capital. Tout ce qui touche l'esprit, touche la santé de la personne, touche le corps en réalité de la personne. Tout ce qui touche l'esprit. Ça fait déjà 4 ans, quand quelqu'un, bon, c'est un professeur, il me confiait quelque chose. Il m'a dit, au cours d'un diagnostic, que ces ulcères, parce que je lui ai dit de me faire un peu l'historique de ces ulcères, il m'a dit que les ulcères sont venus, bon, c'était un vendredi midi là, et on était à la date 2, donc du mois. On l'a appelé pour lui annoncer que son beau-père est décédé. Et automatiquement, ça a déclenché les ulcères chez lui. Et c'est ça, il a traîné jusqu'à... Voilà. Donc, je lui ai dit, c'est vrai, bon, parce qu'il a stressé. Ton beau-père est décédé, mais en réalité, tu as de petites dépenses à faire là. C'est le 2 du mois. Bon, en réalité, il n'y a pas de problème. On peut la mener à la morgue. Donc, tout ce qui touche à l'esprit touche au corps. Donc, ça touche à la santé. Par rapport au sport, l'activité sportive, on ne demande pas aux gens nécessairement de courir. Parce que tout le monde ne peut pas courir. Par exemple, quelqu'un qui souffre de l'hémiplégie, c'est-à-dire d'AVC. Il a fait AVC et puis il est hémiplégique. Il ne peut pas courir, mais il peut faire sport. Ah bon? Oui. Parce que quand on dit de faire une activité sportive, on n'est pas obligé. Vous n'avez que 2 membres qui fonctionnent là? Oui, on n'a que 2 membres qui fonctionnent. Mais on peut utiliser ces 2 membres pour amener le corps à s'échauffer pour que la sueur puisse sortir. Sinon, en réalité, c'est ça même le rôle fondamental du sport. Quand la sueur sort, ce qui sort en réalité, quand la sueur sort, c'est quoi? Dans l'organisme, tout ce qui est déchets non éliminés ou bien tout ce qui est énergie non utilisée se brûle. Et c'est pour cette raison que moi, je conseille souvent, bon, pour compléter ce que l'évêque a dit, si vous n'avez pas le temps de faire le sport le matin, ayez au moins le temps de faire le sport le soir. Parce que tout ce que vous aviez mangé durant toute la journée, c'est déjà transformé. Et ça vous a fourni de l'énergie. Vous aviez dépensé une certaine quantité d'énergie et l'autre est resté. Le foie a stocké des choses. Les muscles ont stocké aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire le soir si vous n'aviez pas, c'est-à-dire un autre travail de force à faire dans la nuit? Il faut brûler ces énergies stockées. Si vous ne brûlez pas ces énergies stockées, vous allez développer d'autres maladies, bon, qui vont venir peut-être de l'obésité. Donc c'est pourquoi, si vous n'avez pas le temps de faire le sport le matin, ayez au moins le temps de faire le sport le soir. Et pour compléter le sport, parce qu'il y a certains qui peuvent être hémiplégiques, bon, totalement paralysés, il faut leur faire le sauna.
Le sauna, c'est quoi? On prend des plantes, généralement, c'est des plantes qui dégagent des odeurs. Qui piquent. Voilà. Donc, et puis on prépare et on leur amène ça et ils vont se déshabiller et rester donc couvrir au-dessus donc de la vapeur que cette plante dégage. Ça va faire que ils vont transpirer. Ça, c'est le sauna africain, il faut le faire. Si on ne peut pas marcher et essuyer. Autre chose, pour finir, par exemple, pour le sport, si vous êtes en train de faire une activité sportive, comment savoir que vous aviez atteint un niveau où le sport, là, vous a fait du bien? C'est lorsque, pendant le sport, vous constatez que vous avez envie d'uriner. Ou bien, vous avez envie de déféquer, d'aller au WC. Il faut savoir que ce sport que vous venez de faire vous a déjà rendu un service. Et après le sport, pour finir, là, il faut se ranger dans un endroit où vous allez encore plus souiller. Et je dis, c'est-à-dire suyer. Oui. Voilà. Pour que l'organisme continue donc de faire sortir de la sueur. Si on ne doit pas finir le sport et rentrer sous la douche rapidement, et puis... Mais quand on finit et qu'un frère ou un ami vous offre une bonne bière bien frappée, vous pensez qu'on va négliger ça? On peut négliger. Il ne faut jamais accepter quelque chose par compassion ou par, peut-être... faire plaisir à quelqu'un. Pour faire plaisir à quelqu'un. Non. Qu'est-ce que ce qu'on vous offre là, est-ce que ça va dans la même dynamique que ce que vous voulez? Donc juste après le sport, on ne doit pas prendre du frais? Non. Non. C'est pas ce qui est constaté souvent, vous savez, un peu partout, sur le territoire national, lorsque les gens finissent le sport, ils se retrouvent dans les buvettes, pour boire. Les citer, oui. Oui. Prendre quand même de bonnes boissons fraîches. Voilà. Quand ils le font, eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en train de faire quoi? De vouloir de quelque chose et de se rencontrer en même temps. C'est comme ça que vous concevez ça? Oui. Alors, l'évêque Boudéa a évoqué également le travail mental et surtout l'entourage. Bien s'entourer. Est-ce qu'on peut sélectionner les gens avec qui on va vivre? Bien sûr. Il y a un hémiplégique qui m'avait confié un jour quelque chose. Il m'a dit, il est revenu du Gabon, il m'a dit qu'il remercie beaucoup sa femme. Et je lui ai posé la question de savoir pourquoi. Il a dit oui. Que lorsqu'il est revenu du Gabon, parce qu'il a eu le mal, sur la voie, il rencontre des amis, ses amis-là, ses amis intimes, qui étaient des amis vraiment intimes, détournent la tête parce qu'on ne veut pas le voir. Et ça le frustrait. Mais quand il revient à la maison, c'est sa femme qui le console pour dire ça va aller. Ne le regarde plus, ça va aller. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est dépendant de ces gens. Il ne travaille plus. Donc, dès qu'on va le rencontrer, c'est sûr que si on a 100 francs, on peut lui remettre 50 francs. Donc, les gens évitent ça et ça le frustre. Donc, l'entourage est beaucoup important. Mais on ne doit pas rester auprès de n'importe qui. Bien, tout le monde n'est pas amené, n'est pas appelé à rester auprès des gens ou bien de ceux qui sont facilement sensibles donc, à certaines choses. Si vous amenez quelqu'un, par exemple, restez avec un individu qui est un peu indisposé. Si lui, qui garde le malade, lui, il n'est pas moins sensible, c'est qu'il peut plus tard développer la même maladie que celui qu'il suivait. Ok. Voilà. Il peut développer la même maladie. Donc l'entourage est important. Alors l'effort mental, vous pensez qu'il faut lire tous les jours alors qu'on est quand même, on a fait plus de 18 années sur les bancs, on n'est pas fatigué? On doit lire. On doit découvrir. On doit découvrir de très bonnes choses, de nouvelles choses encore. Même les anciennes choses, on peut les reprendre. En réalité, aujourd'hui, si vous finissez peut-être le collège, c'est le moment de reprendre toutes les poésies qu'on avait eu à faire au cours primaire, à recevoir au cours primaire. Les poésies. Pourquoi faire? Oui, parce que ces poésies enseignaient des choses, parce qu'on était enfant, on ne savait pas. C'est-à-dire, on récitait simplement, sans savoir exactement ce que ces poésies étaient en train de nous dire, étaient en train de nous donner comme conseil. Voilà. De nouveaux romans, tout ça, il faut lire. Évêque Boudéa, je reviens donc à vous après ce long périple avec notre ami Simplice Ebo. Alors, vous avez parlé également de la question de l'alimentation, parce que c'est ça la grosse interrogation.
Et pour peu que nous avons une bonne condition, on essaie quand même de changer son assiette. Oui. Vous êtes d'accord? Donc ce ne sont pas les mêmes plats du village, la pâte constamment, les légumes aussi chargés qu'il faut. Mais il faut aller quand même dans des restaurants épais. Et vous savez ce qu'on y prend là-bas? Les hamburgers, les shawarma. Vous pensez que tout ça participe également de notre bien-être ou bien ça nous crée beaucoup plus de problèmes que ça n'apporte de solutions à notre santé? Merci, monsieur le journaliste. Les restaurants aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en prend? La restauration que nous avons, c'est la nourriture transformée en réalité. Et cette restauration ne nous apporte que de l'acide gras qui détruit notre santé. Et la bonne santé aujourd'hui, tel que c'est conseillé même par les diététiciens, que tout individu doit pouvoir lutter pour avoir la santé. Parce que certaines personnes pensent même que la bonne alimentation suffit. Moi je dis, c'est une corrélation entre beaucoup de systèmes pour ne pas tomber malade. Mais la bonne alimentation, qu'est-ce qui est conseillé? On nous a toujours dit, c'est un fruit et légumes. Ouais. Les aliments non transformés, c'est capital. C'est un fruit et légumes, les aliments non transformés, variés et équilibrés. Donc, un individu qui mange et qui veut manger, il doit pouvoir se poser la question en face de moi, de la nourriture, de mon alimentation, est-ce que j'ai en face les 5 fruits et légumes dans mon alimentation? Est-ce que ma nourriture est une nourriture non transformée? Est-ce que c'est varié? Est-ce que c'est équilibré? Si il est en face d'une nourriture comme ça, il faut dire qu'il est en train de faire sa santé. Mais si ce n'est pas une nourriture qui a cette dimension, il doit savoir qu'il est en train de se rendre malade. Mais quand vous dites ça, les gens auront peur parce que la plupart du temps, c'est pas évident que dans ces restaurants, vous retrouvez effectivement des aliments non seulement non transformés, mais qui offrent des possibilités de variation et équilibrées à la fois. C'est pourquoi il faut vraiment contrôler son alimentation. Il vaudrait mieux ne pas manger que de manger mal. Oui, il vaudrait mieux ne pas manger que de manger mal. Parce que cette personne croit, même, ils pensent même qu'en mangeant même mal, qu'ils vont jeûner pour pouvoir éliminer les toxines. Ils se trompent largement. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est plus c'est beau. Oui. Je vous voyais tellement approuvé. Je me demande si véritablement vous n'êtes pas sur ce plateau pour comploter contre les téléspectateurs. Manger à la fois des aliments non transformés, des aliments variés, équilibrés, 5 fruits au maximum avec des légumes. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui fait vraiment le plat des Africains, surtout des Béninois aujourd'hui? Bon, ce n'est pas ça qui fait le plat des Africains, en particulier des Béninois, mais c'est ce qui devait être. Oui, nous avions perdu le chemin de la vérité il y a longtemps. Et on s'est retrouvé sur un chemin qui nous a amenés aujourd'hui dans une maison où il y a toutes sortes de maladies. L'évêque parlait tout à l'heure des aliments transformés. Il y a des aliments transformés génétiquement qu'il faut éviter carrément si on veut vivre sans tomber malade. Tous les aliments transformés génétiquement, on les appelle les OGM, organismes génétiquement modifiés. Il faut les éviter. Mais si quelqu'un se trouve à un niveau donné où il ne peut plus, ou bien ne peut pas éviter ces aliments, il y a des astuces qu'il doit pratiquer. Il y a des aliments transformés industriellement qu'il faut aussi éviter. C'est ça. Vous pensez aujourd'hui qu'on peut aller dans nos supermarchés sans croiser les OGM et les aliments industriellement transformés? Oui, voilà on peut. La plupart du temps, quand vous êtes des cadres, comme je l'ai dit tantôt, bon, c'est dans ces genres de magasins que vous approvisionnez, vous faites vos courses. En réalité, il y a trop de suivisme dans le système de restauration et autres. Il devait y avoir des restaurants qui vendent rien que des aliments non transformés. Et chacun est là, chacun donc aura à faire son choix. Voilà. Mais si moi je vous amène là-bas, c'est comme si je n'ai pas une bonne bourse. Les porte-monnaies sont vides à la limite, c'est la pauvreté. Oui, on peut penser que c'est la pauvreté, mais en réalité, c'est l'objectif visé qui nous amène à faire cela. C'est le bien-être. C'est le bien-être. Alors, évêque Boudeya, je rappelle que vous avez plusieurs publications à votre actif dans lesquelles vous retracez un certain nombre de comportements qu'il faut avoir pour ne pas tomber malade ou si éventuellement la maladie survenait et comment s'en sortir seul.
être son propre guérisseur. Alors là-dessus, puisque aujourd'hui, vous êtes quand même dans une nation, dans un environnement où, malgré tous ces conseils, les gens vont manger peut-être mal ce soir, n'iront pas faire le sport, ne vont pas bien dormir, donc ils vont forcément tomber malades. Alors, si, par exemple, les AVC, quelles sont véritablement leurs raisons de survenance et comment on peut les prévenir? Merci, monsieur le journaliste. La raison de survenance de ces AVC, des accidents cardiovasculaires, c'est notre alimentation, et pas autre chose. C'est notre alimentation. La mauvaise alimentation génère tout ce type de maladies. Parce que le cœur, les artères cordes se trouvent bouchées et l'individu entre en crise, que ce soit la mort subite ou une crise d'AVC. Il faut comprendre ça ainsi. Donc c'est les artères qui sont bouchées qui sont source de cette maladie. Bien sûr, oui. C'est la graisse, ça. Donc, en faisant, c'est quoi? Il y a le dernier point que j'avais souligné, qu'on doit éviter coûte que coûte les poisons dans notre alimentation. Et comment on peut savoir qu'on a de prendre Oui, les poisons, ils sont de plusieurs types que nous devons les éviter. Par exemple, celui qui dit, j'ai fini de manger peut-être à la maison, j'ai fait mon repas équilibré, et un ami m'invite pour dire, viens prendre un pot, nous irons boire la bière. Et c'est l'habitude, certains même ont l'habitude de boire la bière. Certaines deux personnes disent, va m'acheter de sucrerie, en croyant même que ce type de sucrerie que nous prenons, que nous sommes en train de nourrir notre organisme. Il ne faut pas qu'on se trompe. Que ce soit la bière, que ce soit les bières ou les sucreries, on est en train de détruire notre santé. C'est des poisons que nous sommes en train de nous incorporer. Ah bon? Oui. Il faut comprendre ça ainsi. Parce que à dose élevée de sucreries, vous savez que le pancréas va prendre cours. Les cellules bêta du pancréas vont se dégrader. Et là, les gens vont commencer à parler de diabète, le taux de sucre élevé, le taux d'insuline, ainsi de suite, dégradé. Vous voyez. Donc, certains qui disent, non, on ne prend pas l'alcool et on va prendre les sucreries, en croyant qu'ils sont en train de refaire la santé, ils sont en train de se tromper totalement. Vous voyez. Il faut éviter ces poisons-là. Au moment où, c'est comme on dit, au moment où tu décides de t'empoisonner, parce qu'il faut savoir que c'est des poisons, de t'empoisonner, peut-être il y a une fête, et tu sais que tu as cette période-là pour prendre une boisson, et plus tard après, tu dois en souffrir dans le corps. Il n'y a rien à faire. Ceux qui sont habitués à l'alcool ou au sucreries, ils savent ce que je dis. Et c'est pourquoi il faut aimer l'eau. Il faut aimer l'eau pour pouvoir bien irriguer son corps. Ouais. Ça donne au tabac, aux drogues. Et là encore, c'est pire. Le corps est en détresse. Et même ils sont conscients qu'ils accumulent des toxines dans le corps. Et ils sont conscients et puis ils savent que comme ça, ils seront malades, comme ça, ils n'auront pas une longévité. Ça, c'est clair. Donc, les poisons, il y a de plusieurs sortes. Quelqu'un qui n'est que stressé, c'est que lui-même, sa pensée, il est rentré par sa pensée, rentré par son environnement, il rumine tout ça. Tout ça, c'est des poisons que nous-mêmes, nous créons en nous et qui détruisent notre santé, qui détruisent notre vie. Alors. Mais pour aujourd'hui, il y a la manière pour pouvoir traiter les AVC. Les AVC, il y a la manière. C'est pourquoi je dis la bonne corrélation entre le physique, le social, l'intellectuel, la profession, le professionnel et la bonne santé, la bonne alimentation, le bon sommeil et du coup, éviter coûte que coûte les poisons. Et là, nous avons la santé. Donc, pour pouvoir traiter la personne, on le dit, s'il est prêt, moi je sais ce que je le dis, et s'il est prêt pour pouvoir éviter tout ça. Il y a certains qui sont paralysés, mais ils continuent avec l'alcool, ils continuent avec d'autres types de stupéfiants qui détruisent la santé. Quel que soit l'artisan que tu vas faire, ils ne pourront pas s'en sortir. C'est plus c'est pour. Alors, les poisons, vous pensez que vraiment il faut éviter l'alcool?
Quand on sait très bien qu'il y a des potions au village où il faut quand même mettre l'alcool sur certaines plantes et autres pour pouvoir de temps en temps se réchauffer le corps. Je vais tout à l'heure revenir sur cet aspect-là avec l'évêque Bourriat. Est-ce que ça vraiment c'est une maladie, c'est un poison? Vous allez en répondre. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment éviter l'alcool, la bière surtout par exemple? Ou les sucreries aussi? Bien, à défaut d'éviter totalement, on peut diminuer. On peut diminuer parce que si vous êtes déjà un habitué, ce serait difficile. Ce serait difficile. Et d'abord, ce n'est même pas conseillé d'arrêter automatiquement. Sinon, vous allez tomber malade. Parce que ces alimentations, ces mauvais aliments qui ont déjà créé des récepteurs dans votre organisme vont toujours réclamer la même boisson. Donc, si vous arrêtez, ce n'est pas bon. Il va falloir diminuer jusqu'à ce que, bon, réduire totalement, peut-être à une seule bouteille par semaine ou toutes les 2 semaines. Vous aviez tout à l'heure parlé des AVC avec l'évêque. J'aimerais expliciter un peu. Oui, allez-y. D'abord, c'est le moment, plus que jamais, d'adopter la monodiète. C'est-à-dire quoi? Quand vous voulez manger, si c'est du riz que vous voulez manger, mangez uniquement du riz. Si c'est de la pâte, mangez uniquement de la pâte. Parce que si, dans l'organisme, nous savons que c'est les protéines, les glucides et les lipides qui sont transformés. Le reste, là, ne se transforme pas. Si vous mélangez, par exemple, amidon avec protéines et que vous mangez, c'est-à-dire amidon, ça veut dire ce qui est glucide, avec protéines et que vous mangez, l'organisme ne saura pas dans quel état rester pour faire totalement votre transformation, pour que ça soit total. Et on parle de transformation en lévogie. C'est-à-dire que ça va produire plus de déchets que de nutriments. Mais il faut varier la monodiète. C'est-à-dire que dans la journée, si le matin, c'est rien que du haricot que vous aviez pris, et c'est ça qui est conseillé. Le riz n'est pas bon à prendre le matin. Et le riz encore, si vous préparez le riz et que ça a déjà fait 4 heures de temps, on ne doit plus le prendre. Ça devient un grand poison. Mais les gens, on les voit, ils le réchauffent jusqu'au lendemain. Donc, les AVC, qu'est-ce qui se passe toujours avec les AVC? Vous voyez, aujourd'hui, l'hypertension est devenue monnaie courante. Tout le monde en souffre. En même temps, quand on était petit, on croyait que c'était les obèses, ceux qui sont gros, tout ça là, qui souffraient seulement donc de l'hypertension. Mais ils ne faisaient pas aussi les AVC comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a constaté que même ceux qui sont très minces font AVC. Bien, et hypertendus jusqu'à un moment donné font AVC. Qu'est-ce qui se passe? L'alimentation aujourd'hui est dénaturée. Ça fait que quand les aliments entrent dans notre organisme, arrivés au niveau de l'intestin grêle, là-haut, les déchets qui doivent sortir par l'anus vont se séparer des nutriments qui vont entrer dans le sang. Il y a un grand phénomène qui se passe là. Au niveau de l'intestin grêle, il y a une très grande quantité de microbes digestifs, de bactéries digestives. On les appelle la microbionte. Cette microbionte-là, qu'est-ce qui se passe à son niveau? Elle doit se renouveler. Quand l'aliment n'est plus naturel, arrivé là, les matières fécales, bon, parce que quand on prend une matière fécale, c'est 3 couches. Il y a le liquide, ce qui est solide, et il y a aussi ce qui est fluide. Ce qui est fluide maintenant rentre dans le sang avec les nutriments. Parce que quoi? L'aliment est dénaturé et les bactéries digestives qui sont là n'ont pas pu arrêter donc, son passage. Ce n'est pas qu'il va y avoir lésions où on va parler de fièvre typhoïde. Non, c'est que les villosités intestinales vont s'élargir. Et comme ça, qu'est-ce que la personne va commencer par constater? Quand il va au sel, il lui serait un peu difficile de déféquer. Ça veut dire que la matière fluide est rentrée dans le sang et c'est seulement la matière liquide et la matière solide qui sont rentrées dans le gros intestin. Mais arrivé au niveau du gros intestin, l'eau va être absorbée et ça va rester rien que du solide qui doit sortir. C'est pourquoi les sels vont commencer par devenir très durs ou bien rares. Donc, quand ces déchets maintenant rentrent dans l'organisme, à travers donc, les villosités intestinales, le sang serait pompé donc, par le cœur. Mais ces déchets doivent chercher maintenant leurs alliés. Parce que c'est des déchets que les cellules ne vont pas utiliser. Quels sont ces alliés-là? Il y a le sel, il y a le sucre et il y a l'huile, c'est-à-dire les graisses. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, on conseille très souvent de ne pas prendre trop de sel. Mais en réalité, si le sel se trouve en grande quantité aujourd'hui dans notre organisme, c'est-à-dire dans notre sang, ce n'est pas parce qu'on a pris beaucoup de sel, mais c'est parce qu'on a pris moins de potasse. Parce qu'à l'entrée de chaque cellule de notre corps, il y a une pompe qu'on appelle pompe potassium-sodium.
Et si vous prenez par exemple 2 grammes de potasse, c'est-à-dire que l'aliment que vous prenez là, il y a 2 grammes de potasse dedans et qu'il y a 5 grammes de sel dedans, il faut savoir que c'est seulement 2 grammes de sel qui seront absorbés par la cellule. 3 grammes vont rester dans le sang. Si les reins ne peuvent pas éliminer tout ça, ou bien la peau ne peut pas éliminer tout ça, c'est que les déchets qui sont allés là-bas vont les capter, rester dans les artères. C'est ça qui bouche les artères. Si cette obstruction continue jusqu'à ce qu'un jour, et c'est déjà le début donc, de l'hypertension, le cœur va multiplier ses battements pour que le sang puisse circuler. Si ça continue pendant longtemps, c'est que ces déchets peuvent maintenant migrer vers les capillaires qui irriguent le cerveau. Et quand ça va là-bas, si c'est peut-être le capillaire qui irrigue, par exemple, le côté droit, qui est bouché, alors vous allez perdre l'usage de votre côté droit. Si c'est la bouche ou bien si c'est le visage ou bien... Voilà, ou bien même l'odorat, l'ouïe, tout ça là, ou bien même les yeux, parce que les gens font crise d'AVC et ils perdent les yeux, ils ne voient plus. Voilà. Maintenant, à ce niveau, il peut y avoir déchirure de l'artère cérébrale. En ce moment, on va parler de AVC hémorragique et la personne a plus de chances de mourir. C'est-à-dire que dans les 72 heures, il peut mourir. Mais vous appelez ça chance. Oui, j'appelle ça chance. Donc, et si ce n'est pas le cas, il peut s'agir donc d'une obstruction, mais qui ne va pas entraîner donc des déchirures. Là, on va parler de AVC ischémique. Et la personne peut traîner donc des séquelles pendant longtemps. Alors voilà donc un peu comme un médecin, vous avez exposé donc cette maladie d'accident vasculaire cérébral qui guette presque tous les Africains aujourd'hui du fait de notre mauvaise alimentation. Toutefois, sur ce plateau, nous avons la chance parce que les connaissants, parce qu'on dit que souvent lorsque vous connaissez, eh bien ça ne peut plus vous arriver. Alors, est-ce que vous traitez ça, vous? Bien sûr. Puisque vous restaurez la santé. On restaure la santé. Ah bon, vous traitez ça? Oui. On restaure la santé, pas pour combattre la maladie, mais pour refaire la santé en réalité. Parce qu'il n'y a pas de grande différence entre diabète et hypertension et entre ulcères. Alors, puisque vous en parlez, je reste avec vous pour parler donc de cette question du diabète aussi, parce qu'on entend souvent parler, ça guette aussi, ça ronge aussi beaucoup de couches sociales aujourd'hui. On ne sait plus vraiment qui est diabétique ou qui ne l'est pas, compte tenu donc des sucres et autres que nous prenons. Alors, ça se manifeste comment et comment vous traitez cela? Bon, les manifestations. Puisque c'est le diabète, ça veut dire que dans le sang, il y a trop de sucre. Et l'organisme même, rapidement, doit déclencher le système de soif pour diminuer le taux de sucre dans le sang. Et la personne va uriner alors fréquemment. Quand il boit beaucoup, il urine fréquemment. Même si la personne refuse d'uriner, l'organisme même cherche des palliatifs en faisant quoi? En déshydratant le corps de la personne, ce qui va faire que la personne va plus uriner, et surtout la nuit, pendant la réparation. Maintenant, le diabète, on peut avoir le diabète de type 2 et le diabète de type 1. Bon, je vais d'abord commencer par le type 2. Qu'ils appellent le diabète insulino-résistant ou bien le diabète gras. Ça attaque ceux qui, la plupart, c'est des gens qui sont gros, bien grosses là, donc ils sont obèses. C'est-à-dire que le problème n'est pas au niveau du pancréas. Le pancréas se casse normalement son insuline. Seulement que l'insuline porte le sucre jusqu'au niveau des cellules et toutes les cellules refusent de s'ouvrir. Il y a une porte qu'on appelle la AMPK, qui refuse de s'ouvrir pour absorber le sucre. Et comme ça, le sucre doit rester constant, c'est-à-dire constamment donc dans le sang, alors l'urine doit faire sortir ce sucre et la personne traite ce diabète-là. Okay. C'est dangereux? C'est dangereux, très dangereux, parce que naturellement, ou bien, c'est-à-dire habituellement, ce diabète, ça se fait accompagner de l'hypertension. Ok. Un instant, on va prendre donc l'avis de l'évêque Bodeya, parce que c'est aussi des sujets qu'il aborde dans ses publications. Le diabète de type 2, vous connaissez ça aussi? Oui, c'est le diabète gras. Le diabète gras qui est moins frappant que le diabète de type 1. L'autre est insuliné et il y a la dégradation du pancréas, parce que quelquefois même le pancréas se coupe. C'est des cas que j'ai vécu, des personnes où ils sont totalement, ils ont eu à prendre l'insuline jusqu'à ce que un moment ils ont abandonné la culture de l'insuline et du coup tu vas constater dans le traitement que le pancréas a quitté sa place et on voit même ça de visu.
le pancréas. Et ça fait mal. Mais le diabète gras, beaucoup de personnes parlent de diabète, c'est pas par rapport au taux. Par rapport au taux de glycémie, le taux de glycémie est toujours inférieur entre 1,0,7 et 1. Ouais, le taux normal. Mais la personne qui a le diabète gras, son taux dépasse légèrement 1. Et là, on lui dit de faire attention. S'il urine, il goûte son urine, constate, même s'il urine, quelques minutes après, il va constater les mouches venir sur son urine. Et là, il va constater qu'il y a du sucre dedans. Parce que l'urine doit pouvoir reposer et les mouches, en principe. Maintenant, si les mouches arrivent, ils constatent que, attention, il y a du sucre, même une goutte, il voit que son urine a du sucre. Alors, c'est beau, quand ça arrive comme ça, au lieu de continuer donc l'explication, puisque les gens en souffrent actuellement, qu'est-ce qu'il fait? Bon, ceux qui en souffrent, ce qu'ils doivent faire, c'est de commencer par faire certains rituels. Quand je dis rituel, ce n'est pas dans le sens... sorcellerie. Non. C'est-à-dire avoir un mode de vie différent de ce qu'ils avaient. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils doivent commencer par faire? L'eau chaude. Bon, nous parlons du diabète de type 1 ou bien de type 2. Type 2. Oui. L'eau chaude doit être leur boisson préférée. Eau tiède. Bon, oui, l'eau tiède. Oui. Qu'ils n'ajoutent pas de lait. On ne doit plus consommer de lait quand on souffre du diabète de type 2. N'importe quel lait. D'abord, l'homme est le seul animal qui se tue tout seul en consommant de lait. Parce que tout animal, après 3 ans, il ne sécrète plus de la présure. Donc, il ne doit plus consommer de lait. Donc, ils doivent habituellement prendre de l'eau chaude. Autre chose, ils doivent faire les activités sportives. Ils doivent prendre tout ce qui est amer. Ils peuvent se programmer de telle manière que tous les week-ends, ils vont prendre tout ce qui est amer. C'est-à-dire, sur les 2 jours-là, ils vont prendre des tisanes amères. Ils doivent aussi éviter quelque chose. Être en train de manger et suivre en même temps la télévision. Ah bon? Ah oui. S'ils le font... Ça a quel rapport avec le diabète? Oui. Un diabétique qui stresse, parce que très souvent, la télévision, ça fait stress. Oui, parce que les images, tout ça là. L'image qui va venir. Oui, vous savez que quand quelqu'un fait un accident, par exemple, en Chine, et qu'on le montre, si vous voyez le sang couler, vous pouvez avoir des ressentis. Ouais. Voilà. Donc, quand ils stressent, le matin, ils vont constater que le taux de glucose va encore monter. Donc, ils ne doivent plus, quand ils sont en train de manger, normalement, ça devait être un mode de vie pour tout le monde. Quand on est en train de manger, on ne doit plus être en train de penser à autre chose, ou bien de regarder, ou bien de changer l'émotion. Et puisque l'homme est quand même fait de penser, est-ce qu'il peut vraiment se concentrer sur une fois pour toutes sur une seule chose? C'est une interrogation. On peut le faire. Alors, on va revenir tout à l'heure à d'autres aspects, puisque tout ça ne sera pas forcément, même si vous le dites ici, les gens peuvent toutefois se rapprocher de vous pour avoir plus ample information. Alors, évêque Bolia, l'insuffisance rénale. Oui, aujourd'hui, beaucoup de jeunes comme... oui, parce que ça fait partie des affections courantes, c'est pourquoi je les évoque comme ça. Bien sûr, parce que aujourd'hui, vous avez, c'est toujours le même système, c'est notre alimentation et notre mauvaise coordination qui crée tout ça. Au moment où les reins n'arrivent plus à éliminer, vous comprenez pas, que soit les reins travaillent à l'essai, on ne peut que parler de l'insuffisance rénale. Il faut comprendre, parce que la personne prend peut-être, il s'est livré à des poisons, comme j'avais dit, il s'est livré à des poisons, et le corps, l'autodéfense du corps même, le corps dit attention, ne m'envoie pas ça, et puis tu t'efforces à lui donner le poison, il essaie d'éliminer de toutes les manières, de dégrader le corps, d'éliminer d'une manière ou autre. Si les reins sont fatigués, ils ne pourront plus répondre. Et c'est ça. C'est seulement. Les reins sont fatigués. La personne continue de prendre des substances qui fatiguent ses reins. Et là, les problèmes commencent. Il y a des carreaux qui se forment dans les artères du rein. Quels sont ces aliments qui affectent beaucoup plus les reins? Surtout le tabac, il faut comprendre. Les drogues, aujourd'hui, que les jeunes se livrent à ces drogues-là. Il y a les drogues, les cocaïnes. Les boissons fortes aussi? Oui, l'alcool à forte dose.
dans le corps. Parce que certains, vous avez constaté même que... Justement, cela m'amène donc à revenir sur cet aspect des choses, l'alcool que l'on met sur des racines, des plantes que l'on prend. Vous pensez que c'est toxique pour l'organisme? Toxique pour l'organisme, je dis que toi-même, tu sais que c'est de poison que tu es en train d'exécuter pour le corps. Mais on l'utilise aussi pour se traiter. On l'utilise pour faire le traitement. Oui. Mais c'est à des doses raisonnables. Ok. Ce n'est pas que tu te lèves. Parce que les gens boivent pour le plaisir de boire. Et c'est ça qui fait du poison. Oui. Alors, Simplice Ebo, président de la grande compagnie pour la restauration de la santé, dites-nous, les questions d'insuffisance rénale, oui, vous les abordez aussi? Bien sûr. Insuffisance rénale, bon, moi j'appelle ça dysfonctionnement rénal. Ok. Oui. Ça dit quoi? Insuffisance rénale, ça veut dire que les néphrons qui filtrent le sang là, les néphrons ne fonctionnent plus bien. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont bouchés. Le filtre là, c'est très très fin. Donc si les matières, les molécules de grosse taille passent par là à un moment donné, c'est qu'elles vont boucher ces néphrons, c'est-à-dire ces filtres des reins là. Et la personne, il va constater que quand il urine, même s'il mange n'importe quoi, c'est rien que de l'eau qui sort. Or, en réalité, l'urine doit changer de couleur en fonction de ce qu'on a mangé ou bien de ce qu'on a bu. Donc, même parfois, si l'urine est jaunâtre, ce n'est pas encore une maladie? Ce n'est pas encore une maladie. Si l'urine est jaunâtre, il faut vous demander, mais est-ce que vous avez bu de l'eau dans la journée? Si vous n'avez pas bu de l'eau dans la journée, l'urine doit être jaunâtre, ça là, c'est sûr. La concentration. Okay. Oui. Donc, si par exemple, quelqu'un prend trop de viande, et c'est ça même qui crée plus de créatinine dans les muscles, et ça vient boucher maintenant les reins. Trop de viande, je veux parler en réalité de protéines. Tout aliment protidique, si vous consommez ça de façon régulière, vous allez souffrir rapidement d'insuffisance ou bien de dysfonctionnement rénal. Oui, parce que le taux de créatinine serait élevé et les reins ne pourront pas filtrer l'urine. Et comme ça, c'est qu'il y a intoxication de l'organisme. Or, uriner, ça fait partie donc de quoi? Des éliminations. Et c'est plus important que déféquer. Et ça vous arrive de restaurer les reins aussi? Oui. Sérieusement? Très facile. Et c'est... Déjà en 3 jours, on peut dépouiller ses reins. Et les reins vont commencer par fonctionner normalement. Vous êtes sûr? Très sûr. Parce que sur ce plateau, plusieurs fois, l'évêque Boudéa, je l'ai interpellé sur ce genre d'aspect parce que c'est des affections courantes et beaucoup de téléspectateurs suivent cette émission et s'accrochent donc à cela. Alors, si vous faites ce genre d'affirmation, c'est que vous êtes certain. Et j'ai toujours conseillé une boisson. S'il y a une boisson, ce n'est pas de la publicité en réalité, mais c'est de la réalité. Il y a une boisson qu'on appelle l'IRA. C'est-à-dire c'est une boisson faite avec des graines germées de maïs. Toute boisson faite avec des graines germées, quand on commence par prendre ça, on peut aider les reins en ce moment. Monsieur Jamel, pour les reins, nous avons des fruits chez nous, comme les fruits de pastèque, ce que les gens appellent le watra. La graine qui est à l'intérieur, s'il a fait quel que soit le problème de rein que la personne a, que ce soit les calculs, que ce soit n'importe quel problème de rein, les problèmes rénaux qu'on nous dit, il suffit de prendre la graine, de piler et de faire l'infusion, de boire l'infusion. Il fait aujourd'hui, demain, un verre avant demain matin, midi, soir, 2 jours, il doit pouvoir être satisfait, libérer ses reins. Un verre madé, ça dit? Un verre bambou. Un verre bambou. Ah, oui. Vous nous surprenez donc sur ce plateau. Les questions de l'arthrose aussi. L'arthrose, oui. Quand on prend un peu d'âge, puis on commence à ressentir cela, les vieilles actuellement, chacun a peut-être une maman chez lui à la maison, il sait de quoi on parle. Oui, les arthroses. Oui. Vous savez... Vous pensez que c'est une condition d'alimentation aussi? C'est une condition d'alimentation parce qu'en réalité, tout l'organisme est formé de cellules et les cellules sont appelées à se renouveler constamment. Vous l'avez dit. Oui. Qu'est-ce qui amène à avoir l'arthrose? On va prendre le cas de lait seul, le lait. Si vous prenez le lait, n'importe quel lait, surtout le lait pic, je ne suis pas en train de dire de ne plus acheter, mais que ceux qui en vendent doivent savoir que c'est ça que ça a comme conséquence sur le terrain. Le lait, dans le lait, puisque c'est fabriqué avec le lait de vache, il y a 3 substances. Ce qui va faire grossir les os et les durcir, la chair et les muscles. C'est pourquoi le bœuf ou bien le veau, il prend vite de poids. Alors que dans le lait maternel, il y a 8 éléments. Et le lait maternel est, c'est-à-dire,
est le même que le lait de la chèvre. Si on devait boire un lait, ça devait être le lait de la chèvre. Bien, qu'est-ce que le lait fait? Quand vous prenez le lait, ou bien les produits laitiers, le lait va rentrer dans l'organisme et aller au niveau des os. Sensibiliser la moelle osseuse à libérer ce que nous appelons les ostéoclastes. Les ostéoclastes vont faire quoi? Toutes les parties des os qui sont un peu vieilles vont s'enlever rapidement. C'est ça le rôle des ostéoclastes. Pour que les ostéoblastes, qui sont des cellules qui vont remplacer maintenant ces parties, voilà, vont venir maintenant faire. Donc, si vous prenez le lait, en 10 ans, 15 ans, vos os seront très, très solides. Mais là où se trouve le mal, c'est que le nombre d'ostéoblastes est limité. Si vous finissez les ostéoblastes, alors vous allez prendre tout ce qu'il faut, mais vous ne pouvez pas régénérer. Mais je vais donner une astuce ici, si vous permettez. Oui. Pour régénérer les os, que ce soit problème de synovie, parce que le liquide qui se trouve entre les articulations, c'est ça, synovie. Ou bien la matière qui est un peu molle là, qui couvre les articulations. Oui. Donc pour régénérer ça, il faut prendre de l'ail écrasé avec du citron, jus de citron mûr, naturel bien sûr. Et comment il faut faire? L'ail là, si vous écrasez l'ail, il faut attendre minimalement 15 minutes avant de le mélanger avec le jus de citron. Pour que dans l'ail, il y a une substance là qui doit être activée. Voilà, la lysine. Okay, si vous ne laissez pas le temps, après l'écrasement, voilà, pour que la lysine s'active et que vous prenez ça, ce n'est pas bon. Et vous allez constater que plus vous aviez laissé l'ail se reposer après l'écrasage, c'est ça? Voilà, vous allez constater que ça va devenir un peu gluant. Et c'est bon pour la santé, pour régénérer les os. Avec Bouria, l'arthrose. Oui, l'arthrose, on traite ça facilement. Et ce que nous avons constaté au niveau de l'arthrose, c'est le manque d'oxydation du corps d'ailleurs, que l'arthrose dans tout le corps. Dans tout le corps, que ce soit au niveau du genou, que ce soit dans les articulations, on lit ça à l'oxydation. C'est-à-dire que la moelle osseuse est en mauvais fonctionnement. Donc là, s'il n'y a pas l'oxydase dans le corps, qu'est-ce qu'on demande? Moi, je demande aux gens simplement, pour le traitement extérieur, d'utiliser l'huile camphrée, huile de camphre, huile de camphor. Ça se vend partout, ça se trouve à la pharmacie. De commencer par utiliser la partie. Mais si l'arthrose, la personne a déjà fait des ponctions, là, le traitement, c'est toute autre chose. Mais sur le terrain, nous avons, par exemple, les épices, comme le curcuma, par exemple, et clou de girofle. Je demande à tous ceux qui souffrent de l'arthrose de commencer par prendre ces épices-là régulièrement pour pouvoir oxygéner le corps, pour que les articulations, quelquefois même l'arthrose va plus loin, les cartilages se frottent fortement parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Donc, il faut apporter de l'oxydation. Mais en matière de feuilles, je conseille aux gens de chercher les sauges sauvages, ce que les gens appellent rachayo. C'est très intense. Et le roi des herbes, Katouma. Ceux qui ont des problèmes d'arthrose, s'ils utilisent ces feuilles, ils seront vraiment à l'aise. Ils vont finir avec les problèmes d'arthrose. Alors, au niveau de la grande compagnie africaine pour la restauration de la santé, vous avez un slogan: pour une guérison assurée, il faut un diagnostic précis et une prescription appropriée. Bien sûr. Comment vous arrivez à diagnostiquer, puisqu'on va bientôt sortir cette émission en quelques minutes? Bien, si on se rapproche de nous, on soumet la personne à une vingtaine de questions. Ou bien si lui-même il a déjà fait des analyses à l'hôpital et il a les résultats, il me les montre. Mais ce qui est sûr, nous, on doit lui poser des questions. Par rapport à quoi? À comment fonctionne sa peau, comment fonctionnent ses reins, comment fonctionnent ses poumons et comment fonctionne maintenant son foie. C'est en fonction de ça? Oui, c'est en fonction de ça qu'on saura alors s'il faut restaurer le foie et les reins et le problème serait réglé, ou s'il faut restaurer la peau. Donc voilà.
Alors donc, comme d'habitude, dès que vous vous rapprochez de Sika TV pour vos préoccupations, eh bien vous pouvez donc facilement rencontrer nos invités. Ils ont nom d'homme Luc Ama Bodea, phytothérapeute, évêque traditionnaliste et exorciste. C'est également Simplice Sebo, président de la grande campagne africaine pour la restauration de la santé. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. Votre émission consacrée donc au bien-être. Il est possible de vivre sans tomber malade, mais l'exercice s'avère quand même compliqué si on a déjà développé un certain nombre d'aptitudes, mais toujours est-il qu'on peut corriger si on veut vraiment vivre. À chacun et à tous, merci donc de nous avoir suivis et merci également pour vos éclairages et à très bientôt sur Sika.